plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre la vie la plus intime, ensemble vont défiler les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité. Et voilà pourquoi, peut-être on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment, même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui se dénoue peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe sans fil, appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus, mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes-nous suivis, escortés, précédés, même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. 2 abîmes parlèrent, 10 autres, 20 autres nous envoyèrent à tous à travers l'espace leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à 500 milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin à votre bord. Première classe, cheveux blonds, blessure avant-bras droit, voyage seul sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électroniques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut
récit se déroulait de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron, Schorman, était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour, chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis, voyageur marseillais, médecin, russe, torero, espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci, Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir, Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. Et cela va durer encore 5 fois, 24 heures, s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter. Et s'adressant à moi, voyons, vous, monsieur Tendrézy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien. J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus vue. Leur beauté, autant que leur fortune, éblouit. Elles ont une cour des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses mains, une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéresser à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival peut-être m'eût inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont il paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de Parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly. Lorsqu'elle m'interrogea, nous étions sur le pont, agréablement installés dans les rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. Je ne sais rien de précis, mademoiselle, lui répondis-je. Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel
Monsieur Rivolta. Présent, s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire. Éclate. Monsieur